Reprenons le narcissisme. Reprenons le texte de Freud pour introduire le narcissisme. Et voyons maintenant les dernières lignes de ce texte. Et si j'ai intitulé cette vidéo « Le moi, l'idéal du moi et les autres », c'est parce que les autres, ici, dans cette dernière ligne, sont très importants. Et il y a trois niveaux, trois scansions de ces autres. La famille, les compagnons, la patrie, qu'on pourrait dire, la société. Commençons par la famille et reprendre ce qu'on avait déjà vu dans les détails, ce qui se passe entre le moi et l'idéal du moi. Au départ, on a le moi qui va, dit Freud, projeter une libido, la libido, sur un moi idéal. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le moi, pour continuer à se sentir aimé, désiré par le père, la mère, par la famille, par l'oncle, la tante, eh bien, va devoir se voir d'une certaine manière. Donc le regard est très important, c'est l'auto-observation, le regard sur soi. Cette comparaison entre ce qu'on est et comment on se voit. Et comment on se voit, c'est en fonction de certains traits, et donc cela devient l'idéal du moi. L'idéal du moi. Faisons un exemple. L'enfant rentre à l'école primaire, il obtient une bonne note. Le regard interne, intérieur, il se voit, ici dans ce moi idéal, il se voit qu'il a obtenu une bonne note, son idéal du moi, une bonne note, et il entend la voix qui lui dit « bravo ». Ça, c'est la voix. Bravo. Grâce à cela, il se sent aimé par le père, la mère. Répétons. Le moi projette la libido sur le moi idéal, qui veut dire continuer à se sentir aimé comme on l'était avant, dans cette position narcissique, on était au centre du monde. On se voit là, donc c'est libido, ce qui nous permet de se voir aimé, aimable, désirable, désiré, et cela devient un idéal du moi. Le regard est de se voir là dans ce moi idéal, grâce à l'exemple de la bonne note. Je me vois aimable parce que j'ai eu une bonne note qui est l'idéal du moi, et on entend après cette voix « bravo ». Une petite remarque, chez Freud, ces deux termes, moi idéal et idéal du moi, se succèdent tellement vite qu'on ne voit pas une différence dans le texte. On peut la proposer de cette façon, c'est assez compréhensible. Mais dans le texte de Freud, cette distinction n'y est pas présente. Par contre, ce sera sur la base de cette distinction que Lacan va construire tout le schéma optique. Mais ici, je ne voudrais pas parler de Lacan. C'est une distinction qu'on peut faire très bien, qui est compréhensible. Le moi idéal, c'est cette projection, c'est ce contenant de la libido, c'est une projection, parce que pour Freud, il va le dire ça beaucoup plus après, que le moi est une projection sur une surface. Et donc ce moi idéal, c'est une projection sur une surface qui va devenir l'idéal de moi, comme dit Freud dans le texte. À travers quoi? À travers des traits qu'on va extraire. Par exemple, la bonne note. La bonne note, c'est ce qui va me permettre de bien me voir avec l'auto-observation comme aimable, désirable par le père, par la mère, grâce à cet idéal que je
construit, qui a la bonne note, et avec ce plaisir, se sentir aimable avec la voix qui dit bravo. Passons maintenant aux compagnons. Compagnons. Les compagnons, c'est qui? C'est ses propres semblables. La fille, c'est les autres filles de son âge. Le garçon, c'est les autres garçons de son âge. Et là, Freud nous dit, le moi va projeter, bon, sur la même, sur le moi idéal, la libido narcissique, mais il y a également une part importante, quantité importante de libido homosexuelle. Libido homosexuelle. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que le moi, pour se voir aimable, désirable, doit bien, oui, s'aligner à certains idéaux, mais ici, le moi veut être aimé, désiré par personne de son propre sexe. Donc, le garçon par les autres garçons, la fille par les autres filles. Et ici, aimer et désirer, c'est dans le sens d'être accepté, d'être cherché par l'autre, d'être apprécié par l'autre de propre sexe, les compagnons. Et on peut faire un exemple. Le garçon qui rentre à l'école secondaire se retrouve dans une classe où il y a plusieurs garçons qui forment un groupe d'une certaine couche sociale, et lui voudrait être accepté, aimé, désiré, dans le sens d'être apprécié, de faire partie de ce groupe de compagnons, de garçons. Et pour faire cela, donc, il doit bien aligner un certain idéal qui serait de demander à ses parents de lui acheter des vêtements de marque, hein, de se présenter avec certains vêtements de marque, et là pourrait être une manière de se voir aimable, de se voir désirable, de pouvoir être apprécié et intégré dans le groupe. Et donc ici le regard de haute observation entre le moi qui s'habille, qui a eu les vêtements de marque et se voit aimable, donc grâce à l'idéal de moi qui sont les vêtements là. Et comment après se passe dans dans la réalité, quand il se trouve avec les compagnons? Les compagnons, et c'est ça que Freud veut dire, ici j'utilise une métaphore du miroir, mais c'est un peu ce que Freud veut dire, les compagnons fonctionnent comme un miroir. Compagnons du groupe, qui font partie d'un certain niveau social, de riches, eh bien, ils vont fonctionner comme un miroir et vont fonctionner comme le moi idéal. C'est-à-dire que le garçon qui veut rentrer, veut être apprécié, aimé par le groupe, va projeter son propre moi sur les compagnons. Et en fonction de comment il se voit dans ses compagnons, il va se sentir aimé, pas aimé, apprécié, intégré. Et donc les compagnons fonctionnent comme moi idéal et idéal du moi. Et si, dans cette projection, dans cette comparaison,
il y a un écart important, son estime de soi va diminuer et cela peut être la source d'un sentiment d'infériorité qui peut s'installer jusqu'à devenir aussi un sentiment de ne pas être adéquat. Et là donc le regard devient le regard qui va se poser ici dans cette projection. Il y a également la voix qui est importante. La voix ici, lorsque il se voit comme quelqu'un qui a des beaux vêtements et qui va attirer l'attention de ce groupe, eh bien, il y a la voix qui lui dit tu es beau, par exemple. Mais attention, ici dans la projection, quand il se voit avec les autres, quand il parle avec les autres, la question de la voix peut également se projeter. Qu'est-ce que cela veut dire? C'est que le moi, l'individu, l'adolescent, parle avec ses compagnons, et cette voix qui est émise, qui part là, va se projeter sur ce miroir des compagnons, et là aussi, il y a des comparaisons qui peuvent se mettre en route. C'est-à-dire, s'il utilise certaines expressions qui sont d'une certaine couche sociale et qu'il ne retrouve pas ces expressions chez les compagnons, voilà qu'il y a un écart qui peut se produire, et donc l'estime de soi également va diminuer, et il peut ne pas se sentir comme les autres, sentiment d'infériorité. Qu'est-ce qu'il dit Freud à ce moment-là? C'est que cette libido homosexuelle, quand l'écart est très important entre ce que lui est et ce qu'il voit se projeter chez les autres, cette comparaison, eh bien, elle se transforme, cette libido homosexuelle. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils ne se sentent plus aimés, ils ne se sentent plus désirés, ils ne se sentent plus acceptés, intégrés par le groupe. Et là, cette libido homosexuelle se transforme en angoisse sociale, sans une culpabilité, dit Freud dans ses dernières lignes. Et si on continue comme ça, dans certains cas, et là c'est ce qu'on peut retrouver dans une position paranoïaque, cette libido homosexuelle, c'est-à-dire se sentir aimé par l'autre, se transforme en négation. L'autre ne m'aime pas. Le regard de l'autre devient hostile, dénigrant. Et même la voix de l'autre, des autres, des compagnons, sont comme dénigrants. Il m'a dit ça parce que peut-être il m'en veut, parce que voilà, il ne veut pas m'accepter, etc. Dernière scansion, c'est la patrie, c'est la société. Société. Et là, on passe à un regard plus impersonnel. Tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ici, c'est d'une manière impersonnelle. Comment l'expliquer avec un exemple très, très simple? Prenons la fille qui sort de chez soi, bien habillée, certainement, elle s'habille bien parce qu'elle a en tête un regard impersonnel. Ce n'est pas nécessairement une personne qu'elle a en tête. Bien, habituellement, c'est comme ça. Elle n'a pas en tête une personne en particulier, à moins qu'elle veut frapper, séduire quelqu'un. Mais d'habitude, voilà, une femme qui sort de chez elle, qui s'habille bien, elle a simplement en tête un regard impersonnel. Voilà. Et donc là, le moi se voit aimable pour la société, c'est-à-dire d'une manière impersonnelle, c'est un tel autre, il n'y a pas vraiment une personne en particulier. Et là aussi, on peut retrouver certains moments qu'on a retrouvés ici par les compagnons, surtout dans le cas où, ici,
envers les compagnons, il y a eu un passage au niveau d'une position paranoïaque, où se sentir aimé s'était transformé en que l'autre ne m'aime pas, que l'autre rigole de moi, l'autre m'en veut. Voilà, ce passage-là. Et là, donc, au niveau de cet exemple d'une fille qui s'habille d'une certaine manière, qui sort tranquillement, par exemple, elle passe par, par, par un bar où il y a des hommes-femmes qui sont assis, et là, elle saisit d'une manière impersonnelle un regard, et ce regard se traduit d'une manière un peu hostile. Et on voit se traduit par, voilà, on rigole un peu de toi, de comment tu es habillé, ou bien, voilà, ton décolleté un peu trop exagéré, et elle le perçoit comme ça. Certainement, dans la plupart des cas, la fille qui s'habille très bien, qui passe par par le bar, eh bien, elle passe d'une manière, voilà, tranquille, et il y a en arrière-plan chez elle se sentir aimable par le fait qu'elle s'est habillée. Donc le moi se projette dans ce moi idéal d'aimable parce qu'elle est bien habillée, donc cet idéal qu'elle a du moi, par le regard impersonnel de la société. Eh bien voilà, prochaine vidéo, au revoir.